Et nous allons enchaîner avec la troisième table ronde. On est quasiment dans les temps, c'est magnifique. On a un objectif de terminer à 17 heures. Une table ronde qui s'annonce passionnante sur les questions de gouvernance et de financement de l'eau, pour laquelle j'appelle Stéphanie Peigné-Couder. Vous êtes directrice territoriale adjointe de VNF. Marine Calmet, vous êtes présidente de Wild Legal et vous défendez l'obtention, la création d'une personnalité juridique pour le fleuve. C'est absolument passionnant. Nicolas Portier, vous êtes un expert de ces questions. Vous présidez le Cercle pour l'aménagement du territoire et vous nous rappellerez, si vous le voulez bien, le cadre historique complexe qui débute avec la loi sur l'eau. Vous me le rappeliez en préparant cet après-midi, qui s'est prolongé, j'oublie sans doute des étapes avec les lois MAPTAM et nôtres, et qui donne des rendez-vous qui vont peut-être être reportés de transfert de la compétence eau et assainissement des communes vers leur regroupement. Enfin, Elsa Lagarde, vous êtes chef de projet inondation réglementaire chez Sepia Conseil. Vous conseillez les collectivités territoriales pour une gestion intégrée des eaux pluviales et vous nous dévoilerez le contenu d'une étude à paraître, une étude technico-juridique sur l'assainissement des bateaux. Monsieur en parlait, monsieur qui ne peut pas, qui a des cadeaux en préparation pour les élus, en parlait. À vous, si vous voulez bien, Stéphanie Peigné-Couder, de nous rappeler, Dominique Ritz a déjà parlé de VNF, mais de nous rappeler peut-être l'ADN de VNF pour ceux qui ne le sauraient pas, et de nous dire en quoi aussi le réchauffement climatique impacte votre activité. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Alors oui, donc effectivement, quand on a préparé cette table ronde, on en est arrivé à parler de finalement VNF, c'est quoi? Donc Voies navigables de France, c'est un établissement public administratif qui a été créé sous la forme d'un établissement public administratif au 1er janvier 2013. Donc en fait, c'est un établissement public administratif qui est jeune. Alors après, vous connaissez tous VNF. VNF a été créé bien avant ça, en tant qu'EPIC en 1991, mais sous sa forme récente, c'est beaucoup plus récent. C'est un établissement public administratif qui gère et qui entretient le patrimoine de voies navigables que l'État lui a confié, qui représente au niveau national 6700 km de voies navigables, plus de 4000 ouvrages. Alors quand on dit ouvrages, je vais y revenir, mais on parle notamment des écluses, des barrages et des canaux, des tunnels, enfin des tas d'ouvrages très exotiques. Et puis 40 000 hectares de domaine public fluvial. Alors, les voies navigables, quand on parle des voies navigables, je pense que je parle à un public averti, elles sont constituées à la fois de rivières qui ont été aménagées pour la navigation et également de canaux qui sont des ouvrages totalement artificiels. Alors, du coup, j'ai loupé la table ronde précédente, mais je pense que Dominique Ritz a dû en parler. Ça veut dire quoi, aménager pour la navigation? C'est le but, en fait, pour que des bateaux puissent naviguer toute l'année, c'est d'avoir toujours un même niveau d'eau dans les rivières navigables en particulier. Et pour ça, en fait, on a besoin de retenir l'eau quand il n'y en a pas beaucoup, c'est-à-dire en été essentiellement, enfin en étiage en tout cas. Et donc pour ça, on a construit des barrages, alors qu'on appelle barrages de navigation, quand leur fonction première était justement de permettre la navigation sur les fleuves. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple sur la Seine, mais quand on parle du bassin de la Seine au sens large, on trouve aussi des barrages sur la Marne, sur l'Aisne, sur l'Oise par exemple, de très nombreux barrages. Au total, tout le bassin de la Seine, écluse barrage, on a à peu près 370 ouvrages et 1400 km de voies navigables. Et l'eau qui est retenue par ces barrages, elle a de multiples usages. Bien sûr la navigation, mais puisqu'ils ont été créés pour ça, mais également elle permet des usages d'irrigation, des usages pour l'industrie, des usages pour l'eau potable, pour l'assainissement et également bien sûr des usages de loisirs. Donc on retrouve bien sûr le côté partage de l'eau, il est, j'allais dire, inhérent aux missions que VNF assure à travers la gestion de ces ouvrages. Et donc un point important, mais que je rappelle également, on va y venir après sur le changement climatique, mais en fait... Et on passera par le financement, parce que c'est intéressant de savoir qui vous finance finalement. Tout à fait, mais je voulais quand même dire en préambule, avant de parler des nouveaux enjeux liés au changement climatique, c'est que j'ai dit que les barrages, ils étaient là pour retenir l'eau quand il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, pour pouvoir les franchir, on a des écluses. Voilà, tout simplement, le système navigable, il repose là-dessus. Et inversement, quand on est en crue, quand il y a beaucoup d'eau, en fait, les barrages sont simplement effacés. Effacés, ça veut dire qu'on va
progressivement alors soit les coucher, soit les lever selon les technologies de barrage, mais en tout cas, il n'y a plus d'obstacle à l'écoulement de l'eau. Et ça, c'est important, je me permets de le rappeler, parce qu'en fait, on a souvent une image, parce que barrage, ça veut dire plein de choses en fait. Mais on a souvent une image et on entend souvent dire oui, les barrages de la Seine protègent Paris. Non, pas les barrages de navigation en tout cas. Les barrages de navigation, ils servent à tout sauf à ça, qui servent vraiment uniquement à retenir l'eau quand il n'y en a pas beaucoup. Et quand on est en crue, par contre, ils s'effacent totalement et la rivière reprend son cours totalement naturel. Et donc, effectivement, j'en arrive au financement de VNF. Alors, VNF est donc, comme je disais, un EPA, donc financé par des recettes quasiment 100% publiques, puisqu'on a 2% de financement qui viennent des péages. En fait, c'est très peu sur un budget d'environ 740 millions d'euros annuels. Les autres ressources, c'est environ un petit 40% de subventions pour charges de services publics. Tous ces chiffres-là, vous les retrouvez dans le rapport d'activité de VNF. Donc, je disais donc 40% de subventions pour charges de services publics, 2% de péage, 20% qui sont des ressources qui proviennent de l'Agence pour le financement des infrastructures de transport, puisque VNF gère des infrastructures de transport. Et ça va, on vous sabre pas trop là dans le... Pour l'instant, on n'a pas de budget, donc... 12% qui viennent de cofinancement public, donc notamment l'Europe et les conseils régionaux, et en particulier la région Île-de-France, mais également les agences de l'eau. Et puis 25% de redevances domaniales et de redevances hydrauliques. Et c'est là qu'on arrive sur un système où finalement l'eau apporte des ressources à l'eau. C'est-à-dire que cette redevance hydraulique, en fait, elle est prélevée par rapport à tous les ouvrages qui vont soit prendre de l'eau dans les voies navigables, soit rejeter de l'eau dans les voies navigables. Et c'est là qu'on en vient effectivement à notre problématique. Y compris certains qui sont dans la salle. Donc, alors tout à fait, puisque par exemple les services publics de l'eau et de l'assainissement qui sont assis en face de moi, notamment sont un important contributeur, mais également tous les services d'eau potable sont des contributeurs importants de redevances hydrauliques, tout comme les industriels, tout comme, alors, dans une proportion différente, mais l'agriculture est aussi un contributeur, etc. Puisque le principe, il repose sur le fait que les ouvrages que VNF gère et qui doivent être entretenus et qui doivent être gérés, donc gérés, c'est-à-dire qu'on assure leur fonctionnement, leur manipulation, et ils doivent être entretenus. Et vous savez probablement que comme beaucoup d'ouvrages anciens et d'infrastructures de transport, il y a une dette grise très importante dans nos infrastructures qui fait que on doit réinvestir tous les ans pour régénérer les ouvrages navigables et également pour les moderniser. Et donc j'en viens effectivement au sujet puisque l'ensemble de ces ressources, en fait, on sait aujourd'hui qu'elles ne suffisent pas. Enfin, toutes les ressources que j'ai, elles ne suffisent pas à faire ce qu'il faudrait. J'ai peut-être pas été attentif, mais les bateliers, ils font pas partie de vos financeurs? 2%. 2%. C'est vraiment très petit. C'est ça, parce que c'est les principaux bénéficiaires, si j'ai bien compris. Alors non, justement. Comme je le disais, nos ouvrages permettent de gérer la ressource en eau qui bénéficie à plein d'autres usages. Alors, bien sûr, la navigation, mais également, on l'a dit, l'industrie, l'eau potable, etc. Et ce qui fait d'ailleurs que les sources de financement de VNF, elles soient multiples. C'est parce que les usages sont multiples. Et on doit ce service à une multiplicité d'usagers. Et il est vraiment important qu'on puisse diversifier et dynamiser nos ressources, puisque... on va y venir, mais la dette grise, en fait, elle est vraiment importante. Alors, allons-y sur le changement climatique. Alors, voilà. Donc, les ouvrages que nous gérons on est soumis, comme plein d'autres, à des phénomènes de plus en plus extrêmes, donc notamment des sécheresses sévères et aussi des crues. On fait aussi face à des phénomènes nouveaux, comme par exemple les espèces exotiques envahissantes, qui viennent notamment envahir les canaux. Alors pour l'instant, ils se développent plutôt là où il y a moins de débit, mais néanmoins, on sait qu'on va sans doute arriver en rivière, et c'est vrai que c'est vraiment des entraves. Je vois M. Dirnerin qui hoche la tête. C'est des entraves très importantes, notamment à la navigation, mais aussi à d'autres usages. Donc ça, ce sont des nouveaux défis qui génèrent des nouveaux besoins de financement. On sait aussi que dès lors qu'on a moins d'eau, il faut qu'on sache mieux la gérer, plus finement, mieux la connaître, mieux la gérer. Et donc, ça suppose, je vais citer le linéaire de canaux d'ouvrage qui est énorme, ça suppose en fait de connaître précisément au mètre cube près tous les prélèvements qu'on fait dans le milieu. C'est pas des choses qu'on avait fait jusqu'à présent, pas partout en tout cas. Donc l'instrumentation
de notre réseau, c'est plusieurs millions d'euros. La régénération de nos ouvrages, c'est des millions et des millions d'euros de dettes grises, hein, comme je le disais. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a encore à l'échelle de VNF 46 barrages de navigation qui sont des barrages manuels. Manuels, c'est-à-dire mus par la force humaine. C'est pas du tout résilient un barrage manuel parce que c'est très long à manœuvrer, que ce soit pour non seulement c'est très long à manœuvrer, donc quand on a une crue subite, c'est galère, et puis quand en plus on a un étiage, c'est des ouvrages qui fuitent partout. Donc, et ça, c'est des millions d'euros, des centaines de millions d'euros pour les reconstruire et en faire des barrages modernes. Donc voilà, tout ça pour dire que face à ce changement climatique et à tous ces nouveaux défis, donc effectivement, on a, nous, un vrai enjeu justement de financement de l'établissement pour pouvoir rendre l'ensemble des services pour lesquels les ouvrages que l'État nous a confiés ont été créés. Très bien. Merci infiniment. Marine Calmet, vous avez co-organisé, si on peut dire, ou pour Anne Hidalgo, il y a quelques jours, vous avez fait salle comble au Théâtre de la Concorde pour faire un procès. Je ne sais pas qui était jugé, mais le but, c'était d'arriver à savoir s'il fallait donner cette fameuse personnalité juridique à la scène. Vous me disiez, en préparant cet après-midi, qu'il y a quelques années, on vous prenait pour une farfelue, pour être poli, et que désormais l'idée fait florès. Elle est née, je crois, en Équateur, et elle se répand, et elle est prise au sérieux, et on comprend bien en vous écoutant tout l'intérêt d'une telle reconnaissance qui dépasse les conflits entre instances locales. Hein, l'enjeu est bien au-delà de cet aspect. Expliquez-nous pourquoi vous vous battez pour ça. Alors, bonjour et merci pour l'invitation. Donc, Wild Legal est une association essentiellement dédiée à la reconnaissance des droits de la nature en France. Et nous avons développé une expérimentation à l'échelle nationale où nous accompagnons effectivement notamment la Seine, les acteurs de la Seine, à travers un collectif. Et nous avons été sollicités effectivement par les services de la ville de Paris pour co-organiser un événement qui s'est tenu effectivement le 9 décembre dernier et qui a rassemblé des grands professionnels du droit, le procureur François Molins, par exemple, et d'autres avocats et professionnels. Le maire de Rouen, je crois. Le maire de Rouen qui était présent, Anne Hidalgo évidemment, mais aussi la maire de Sources-Seine, donc des élus concernés directement par la bonne santé du fleuve pour diverses raisons. Et nous accompagnons aussi d'autres collectivités ailleurs en France, sur la Garonne, en Savoie et jusqu'en Corse et même en Guyane. Et donc ce travail, nous le faisons à l'échelle nationale pour démontrer l'opportunité et la faisabilité de la reconnaissance des droits de la nature en France. Alors ça passe par une réforme de la Constitution ou par des lois locales ou nationales selon les pays où cela se passe. Pour expliquer un petit peu ce qu'il en est, effectivement, juridiquement, il s'agit de reconnaître à la fois une personnalité juridique à des écosystèmes, mais aussi des droits qui leur sont propres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la nature est considérée dans notre droit comme un ensemble de biens, de ressources, de marchandises, d'écosystèmes à but en fait de service pour les êtres humains. Donc nous avons une relation par le droit qui est quasi essentiellement utilitariste. On l'a vu à travers les échanges qui sont les nôtres aujourd'hui. Hein, c'est une relation, on parle de la Seine comme voie navigable, on a parlé de la Seine comme piscine olympique, etc., etc. La question de la Seine en tant qu'écosystème et pour lui-même est véritablement invisibilisée en fait, du débat juridique. Et donc l'idée du mouvement des droits de la nature est de dire, pour transformer notre société véritablement, c'est-à-dire pour véritablement permettre une transition écologique qui soit aussi profondément culturelle, économique et sociale. Il s'agit de renverser aussi notre modèle juridique. Ce modèle qui repose sur une conception anthropocentrée du droit, l'homme est l'alpha et l'oméga de notre modèle juridique, pour faire en sorte que l'homme réintègre la place au sein d'une communauté vivante, et en l'occurrence là de cet écosystème de la Seine. Ce mouvement effectivement s'est propagé notamment depuis l'Équateur, mais il a été théorisé en fait dans les années 70, en 1972 très exactement, avec un livre notamment qui s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?», qui est le fruit d'un travail de recherche d'un universitaire américain, Christopher Stone. Et ce mouvement, il est parti d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, il est très présent en Asie, en Amérique et beaucoup en Amérique du Nord, notamment sur des grands fleuves comme le Saint-Laurent, où il y a une grande mobilisation pour les droits du fleuve Saint-Laurent et ailleurs. Et donc, nous, notre but, c'est d'observer ce qui se passe dans le monde. Donc il y a la voie constitutionnelle, c'est celle qu'a choisi l'Équateur. La voie législative, c'est la voie qu'a choisi notamment la Nouvelle-Zélande en reconnaissant les droits du fleuve Wanganui, ou l'Espagne, notre voisin, qui a reconnu les droits de la lagune Mar Menor en 2022. Et le but est effectivement de rééquilibrer donc juridiquement à la fois la place politique
de nos écosystèmes, dans notre modèle de représentation démocratique, et d'adjoindre un rééquilibrage du rapport de force entre certains intérêts dans notre société, notamment les intérêts économiques, pour préserver les intérêts du vivant, et en l'occurrence là d'un fleuve, parce qu'il s'agit aujourd'hui de pouvoir justement conserver la protection des droits du vivant, ce qui comprend les droits humains. Les droits les plus fondamentaux comme l'accès à l'eau, une eau potable, l'accès à un milieu sain, et comme l'a rappelé dans une décision là, du Conseil constitutionnel espagnol, même la dignité humaine de vivre dans un milieu qui n'est pas affecté, qui n'est pas transformé au point qu'il compromette notre intégrité physique et notre intégrité mentale, eh bien, le mouvement des droits de la nature s'inscrit donc dans cette démarche, et je m'arrête un peu là-dessus parce que le temps est précieux. Non, mais j'ai quelques questions. Ah oui, encore. Et on a commis avec l'AFD un ouvrage récemment qui s'appelle Droits de la nature, l'AFD, c'est juste le plus grand établissement bancaire de développement français, qui s'intéresse à ce sujet parce que justement il y voit une opportunité de renforcer la vision du développement à travers la question des droits humains et des droits à un environnement sain. Et donc, il y a une trentaine de cas d'écoles où, dans divers pays, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, un peu partout dans les pays d'intervention de l'AFD notamment, les droits de la nature ont été reconnus et vous permettraient donc de vous y plonger, si en accès libre sur Internet, en téléchargement sur le site de l'AFD, permettre de montrer dans quel contexte les droits de la nature apparaissent, sous quelle forme et par quels acteurs ensuite ils sont portés pour représenter les droits de la nature. Alors c'était justement la question que j'allais vous poser. Pouvez-vous pour bien nous faire comprendre de quoi il est question, qu'est-ce qui changerait finalement des cas d'école où, avec ou sans personnalité juridique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut plus faire, ou comment peut-on faire la même chose, et qui serait, la scène ne se défendra pas toute seule demain si elle a la personnalité, qui serait dépositaire de sa personnalité juridique? Par exemple, pour citer nos voisins espagnols, puisque c'est le modèle juridique peut-être le plus proche de nous, en 2022 a été reconnu les droits fondamentaux de la lagune Mar Menor. Elle a une personnalité. D'ailleurs, la loi précise qu'elle est passée du statut d'objet de conservation au statut de sujet. Indissociablement politique, juridique et biologique. C'est très intéressant. La loi, vous la trouverez traduite en français dans notre blog, dans notre site web de Wild Legal. Pour la représenter, cette lagune, elle a désormais un conseil d'administration, elle a un organe de tutelle en vérité, qui est composé de 3 conseils. Un conseil scientifique qui est en charge de énoncer les besoins propres d'un point de vue scientifique, de fixer des normes au-delà desquelles on peut garantir justement les droits fondamentaux de cet écosystème, les droits qui sont listés, son droit à l'intégrité, son droit à la santé évidemment. Et 2 autres conseils, un conseil de gardiens qui est composé de représentants de l'État et d'habitants autour de la lagune, et un autre conseil de surveillance qui est composé d'élus locaux et de représentation des acteurs économiques et sociaux, et donc évidemment des agriculteurs et des autres secteurs économiques concernés. Et donc le but est de penser un nouveau modèle de tutelle capable de représenter l'ensemble des intérêts et de s'appuyer sur la science pour prendre des décisions sur quelles sont les activités qui sont compatibles, quelles sont les activités qui doivent être réorganisées. Il y a un gros problème de pollution agricole sur cette lagune à cause des intrants qui polluent l'eau et qui conduisent à des phénomènes d'eutrophisation et des morts massives de poissons. Et comment on inclut les citoyens dans la participation active à la démocratie environnementale. Et ça, c'est beaucoup de problèmes qui nous touchent aujourd'hui aussi en France et auxquels on ne répond pas forcément de manière efficace avec les commissions locales de l'eau ou avec les autres instances aujourd'hui où on prend les décisions. Il y a un besoin aussi des citoyens de réintégrer ces lieux de débat et d'échange et de reprendre conscience aussi de ce lien avec les milieux. Et vous êtes soutenu par certaines formations politiques françaises qui reprennent à leur compte vos propositions? Et si oui, lesquelles? Alors, globalement, c'est des idées qui sont plutôt à gauche. C'est pour ça que notamment Anne Hidalgo a soutenu ces idées-là avec la ville de Paris. Sur d'autres écosystèmes comme le Rhône, par exemple, la ville de Lyon s'est engagée et a soutenu. À Tours, la ville de Tours a même adopté un vœu reconnaissant la citoyenneté d'honneur de la Loire. Et d'autres écosystèmes, on a le soutien notamment de certains élus en Gironde, sur la Garonne. Donc c'est un mouvement qui prend notamment sur les grands fleuves, mais aussi sur des petits fleuves. Mais je pense qu'en fait, il ne s'agit pas d'une décision qui soit profondément partisane, parce que de plus en plus, et notamment dans les secteurs économiques, on a un très fort soutien, parce qu'il s'agit tout simplement de rééquilibrer
quelque chose qui, aujourd'hui, on le sait, est en train de provoquer un effondrement de masse. Et d'ailleurs, il y a eu un récent rapport publié à la fin de l'année dernière, 2024, l'IPBES, vous en avez certainement entendu parler, ce fameux groupe d'experts biodiversité, l'équivalent du GIEC pour le climat, qui a énoncé que les droits de la nature sont un levier qui pourrait justement être activé pour protéger efficacement la biodiversité demain, parce que justement, il fait partie de ces leviers transformateurs, qui ne changent pas uniquement des petites choses, mais qui permettent de faire un grand pas en avant dans la manière dont on comprend nos milieux de vie, dont on interagit avec eux et dont on réorganise notre société. Et donc, en fait, il ne s'agit pas tellement aujourd'hui pour nous de convaincre des partis politiques, mais de démontrer l'efficacité et la faisabilité de ces propositions. Et je pense qu'on pourrait tout à fait aborder la question d'une proposition transpartisane très bientôt. Très bien. Nicolas Portier, vous êtes président du Cercle pour l'aménagement du territoire. Et donc, vous allez placer votre propos dans cette perspective d'aménagement. Je ne sais pas ce que vous pensez d'une telle initiative, mais vous me rappeliez que la loi sur l'eau, finalement, était une façon de considérer le fleuve et l'eau comme un commun. Et peut-être que cette notion s'est un peu perdue au fil du temps, si j'ai bien compris votre analyse. Et puis, vous nous parlerez aussi de l'évolution jusqu'à la loi NOTRe et MAPTAM et les perspectives donc de transfert de compétences eau et assainissement des communes et vers les groupements dont vous craignez, si j'ai bien compris là encore, un nouvel ajournement. Oui, bonjour. Alors le Cercle pour l'aménagement du territoire, bonjour à toutes et tous. Le Cercle pour l'aménagement du territoire, c'est une réunion de bénévoles. C'est essentiellement à l'origine des anciens de la DATAR, qui n'existe plus, qui était la délégation aménagement du territoire, dont j'ai eu l'honneur de faire partie. On m'a demandé de reprendre la présidence, mais on essaye de s'élargir, d'aller vers d'autres acteurs dans des collectivités. D'ailleurs, il y a des profils différents, universitaires. Tout le monde est bienvenu. Notre souci, c'est d'essayer de relancer une réflexion sur l'aménagement du territoire en France. Alors, on a un nouveau ministre de l'aménagement du territoire. Et vous avez peut-être c'est l'occasion. Et je voudrais simplement établir le lien entre ce souci d'aménagement du territoire, la politique de l'eau. Et cher Jacques, tu le fais un petit peu à travers la loi sur l'eau de 64, qui a été un peu portée quand même par des gens proches de la DATAR à l'époque. Et qui était totalement placé au centre des problématiques d'aménagement du territoire, d'urbanisation du pays. L'eau, nos grands fleuves, c'est souvent le long de ces fleuves que se sont construites nos villes, nos grandes agglomérations, que s'est industrialisé le pays, et les conflits d'usage étaient déjà extrêmement puissants dans la société d'expansion des années 50-60, d'industrialisation accélérée, d'urbanisation extrêmement rapide. Les fleuves devenaient des cloaques, et donc on retrouvait déjà un peu les élans du 19e siècle qui ont été évoqués quand il a fallu commencer à assainir les villes, qu'on a identifié les fleuves comme facteurs, comme vecteurs du choléra, des grandes épidémies. Sur le modèle anglais, on a commencé à repenser la ville haussmannienne et à créer quand même les canaux d'assainissement. Donc l'eau a toujours été au cœur de l'aménagement du territoire, elle est essentielle, les grands fleuves et les rivières, parce que les fleuves, c'est les collecteurs de bassins. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche des aménageurs des années 60, c'est d'avoir pensé l'eau, non pas dans une gestion de périmètre administratif, mais dans une logique de bassin hydrographique. Et on a fait ces comités de bassin qui vont ensuite être assortis d'agences opérationnelles, comités de bassin au sein desquels devaient figurer justement toutes les parties prenantes. Dans une période qui est souvent revue dans les années 60 comme quelque chose de technocratique, avec des grands préfets. 64, c'est aussi la création des préfets de région. Ma directrice de thèse, d'ailleurs, a fait sa propre thèse sur la création des préfets de région. Moi, je n'ai pas fini ma thèse, mais elle l'a fini, qui est une modernisation, une régionalisation, créer les métropoles d'équilibre dans les années 60. On voit bien la transformation très rapide du pays, on voit très très bien la nécessité d'agir et de trouver des lieux de discussion. Et le père des agences de l'eau et des comités de bassin, qui était Yvan Chéret, a bien expliqué dans ses mémoires, ses témoignages, que son but justement, c'était de créer des forums où il y avait toutes les parties prenantes et où on arrêtait d'essayer chacun d'aller demander au préfet des arrangements. Et ça, c'est la tentation permanente, si vous voulez. C'est de court-circuiter le commun, la communauté d'acteurs, en faisant des circuits courts, si vous voulez, pour avoir des passe-droits. Et ça revient quand même très fort aujourd'hui. Hein, suivez mon regard. D'essayer d'avoir des dérogations sur les prélèvements. Bon. Donc revenir, je ne sais pas, moi je suis interrogatif et très intéressé intellectuellement par la notion de personnalité juridique. Je trouve ça assez anthropocentrique, parce que pour moi, personne morale, c'est du droit humain. Donc il y a, je trouve, une contradiction, mais prêt à en discuter, parce que je trouve la démarche, ce qu'il y a derrière, en tout cas je partage le souci
Après, il faut bien, dans un système juridique totalement humano-centré, il faudra bien des humains, parce qu'on aura du mal à faire siéger les saumons ou les castors autour de la table. Voilà, mais ça, je pense que vous l'entendez souvent. Donc, Madame y a répondu. Mais en revanche, le souci de remettre autour de la table, autour d'un commun, d'une nature, dans le respect de la nature, je pense que voilà, il y a quand même des courants philosophiques, de gauche, pas de gauche d'ailleurs, qui s'interrogent et qui reviennent en force tous les 20, 30 ans, dans des interrogations sur voilà, la vitesse à laquelle on peut dégrader des milieux qu'on pensait d'ailleurs indestructibles, et puis en fait qu'on s'aperçoit extrêmement fragiles dans une société très moderne, et puis on découvre des nouvelles pollutions toujours. En ce moment, bon, hier ça a été évoqué, on a traqué des pollutions, on a refait les réseaux, etc. Puis maintenant on a les polluants éternels, on a chaque jour des mauvaises nouvelles. Bon. Il y en a aussi des bonnes, comme ça a été montré, parce qu'il y a eu des reconquêtes de la qualité des eaux. On ne se serait pas d'ailleurs baigné cet été, ça a été promis dans les années 90, dans ma jeunesse, mais on attendait toujours. Là, on a pu le faire, donc il y a aussi des reconquêtes, et c'est très bien. C'est grâce à cette organisation des agences. Alors, ce n'est pas les agences qui font tout, elles ont aidé à créer de la solidarité de bassin, avec des solidarités fondamentales entre l'amont et l'aval, et puis aussi le chevelu des cours d'eau. Et c'est là où on s'aperçoit que pour l'écosystème d'un fleuve, on a besoin d'agir à toutes les échelles, en dépassant des limites administratives. Alors moi, je me suis beaucoup occupé d'intercommunalité, j'ai été délégué général des intercommunalités de France pendant 17 ans, j'ai suivi toutes les réformes aussi pour structurer les maîtrises d'ouvrage. Parce que derrière, avoir une grande agence où on fait de la concertation, où on finance, il faut quand même des maîtres d'ouvrage, parce que ce n'est pas les agences de l'eau qui font les travaux. Donc on a mis du temps, parce qu'on avait des autorités organisatrices, on en avait 35 000 dans l'eau, l'assainissement, sans parler des eaux pluviales. Et puis maintenant, avec les nouvelles compétences GEMAPI, on avait un émiettement, une fragmentation, parce que tout le monde tient à l'eau. J'ai entendu tout à l'heure en disant que ça intéresse personne, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à l'eau, c'est pour te répondre sur la question. Il y a des gens qui sont pas intéressés, mais beaucoup d'acteurs sont extrêmement intéressés par l'eau. Ils ont un lien extrêmement étroit, dans le bon sens du terme, avec l'eau. Et c'est vrai que c'était difficile d'arriver à rationaliser un peu l'exercice des compétences. Alors maintenant, depuis 10 ans, l'an dernier, on a aussi fêté les 10 ans de la loi MAPTAM, puis après, qui a créé la compétence GEMAPI, puis ensuite, même cette année, on a les 10 ans de la loi NOTRe, qui a prévu le transfert systématique des compétences eau, assainissement, et souvent ça emporte les eaux pluviales aux intercommunalités. Dans les communautés de communes, il y a une résistance, ça vient surtout de la montagne, où il y a un attachement viscéral à la source, à son eau, pas toujours un grand esprit de solidarité avec l'aval, mais en tout cas, dans la montagne, ils ne veulent absolument pas lâcher la compétence, donc il y a eu des pressions très fortes sur le Sénat pour revoir, bloquer la compétence. Au départ, il y avait un compromis pour que ça sorte en 2026, et puis Premier ministre Barnier avait ouvert, sous la pression à nouveau du Sénat, le jeu pour qu'on puisse à nouveau revenir sur le principe du transfert de la compétence dans les communautés de communes. Bon. Sur la GEMAPI, tu as quel regard sur... Alors, la GEMAPI, d'ailleurs, c'est le paradoxe. Je l'ai dit au Sénat l'autre jour, parce qu'il y avait un colloque du Cercle de Français de l'eau qui a produit d'ailleurs une étude remarquable sur le financement de l'eau. Il y avait un colloque. C'est que ce qui m'amuse, c'est qu'il y a 10 ans, en 2014, c'est le Sénat qui fait un amendement pour donner d'autorité la compétence GEMAPI aux intercommunalités, sans qu'il y ait un financement de prévu sérieux. Un seul financement, c'est la taxe GEMAPI qui nous permet d'augmenter les taux sur la fiscalité locale générale. C'était pas vraiment une ressource supplémentaire. C'était le droit d'augmenter ses propres taux d'imposition sur les impôts locaux. Bon. Mais il y a quand même des élus qui l'ont voté, mais en tout cas, c'était quand même pas très bien préparé dans la concertation, cette compétence GEMAPI, et c'est en plus un peu les mêmes parlementaires qui, à la fois, ont poussé et ont conditionné leur vote de cette loi MAPTAM pour ce qui est cette compétence GEMAPI donnée aux intercommunalités, et qui n'ont pas voulu, quelques mois plus tard, qui se sont opposés à ce qui est les transferts obligatoires des compétences au assainissement aux intercommunalités. Nous y avions trouvé quelques paradoxes. Alors je dis ça, pourquoi ? Parce qu'on parle petit cycle et grand cycle, mais tous les sujets qu'on a abordés montrent qu'il faut réconcilier ces deux échelles. Et que l'eau est un système complexe, et qu'il est très difficile de créer des cloisons étanches, même s'il y a quand même des spécificités dans l'organisation des institutions, des maîtrises d'ouvrage, mais on voit bien comment il faut progresser, et on y va qu'à un cas dans l'organisation des grands bassins, mais aussi des sous-bassins versants, à travers notamment les sages, qui sont de plus en plus vus comme des endroits où on peut créer aussi des communautés locales de l'eau, avec l'ensemble des parties prenantes, pour arriver à justement réguler
réguler les conflits d'usage, on parle de merit order dans l'énergie, voilà, d'ordre de mérite. Et là, il y en avait quelques exemples démonstratifs. Je dis, est-ce que pour 3 baigneurs, on va complètement paralyser la batellerie? Voilà, tout ça est très compliqué et il faut bien sûr qu'il y ait une concertation des règles du jeu, des conventions collectives d'usage de l'eau qui vont varier en plus très fortement d'un territoire à l'autre. Là, on est dans l'axe Seine qui a des propriétés très spécifiques. Les prélèvements ne sont pas les mêmes, aussi bien pour les consommations domestiques. Il y a des endroits où l'agriculture prélève très peu, d'autres où elle prélève énormément. On a bien vu qu'il y avait des prélèvements, voire consommation liées aux centrales nucléaires. Il y a des régions qui n'en ont pas. Bon, donc on a, si vous voulez, une grande variété. Et c'est là que coller à la réalité hydrologique, hydrographique, est une bonne chose pour créer une gouvernance extrêmement partagée. Voilà. Merci infiniment Nicolas, on t'écouterait des heures naturellement, mais le temps passe. Peut-être une réponse sur le caractère ethnocentré que Nicolas disait avec un peu d'humour, mais pas seulement. Vous y répondez quelque chose Finalement, c'est une nécessité, quoi. De toute façon, ça existe déjà en France. Je vous nommez tout un tas de personnalités juridiques naturelles qui sont déjà créées, différents parcs naturels, etc., et qui ont une représentation ethnocentrée dans le sens où ils ont un conseil d'administration, ce sont le parc des Bauges, le parc des Écrins, ils ont des budgets, des salariés, et pourtant, c'est bien la nature qui est censée être représentée dans ses meilleurs intérêts. Donc on le sait, mais oui, mais on sait le faire. Et d'ailleurs, le but n'est pas de parler au nom de la nature, ou de s'y substituer, ou de vouloir être la voix des arbres ou des rivières. La question est comment gérer la nature dans ses meilleurs intérêts. Et l'analogie avec ça, la plus facile, c'est quand on est parent, on ne parle pas bébé, on ne se substitue pas à la voix de son enfant, on prend les décisions dans son meilleur intérêt. Voilà. Parfois. Elsa Lagarde, donc vous conseillez les collectivités pour la gestion intégrée des eaux pluviales. Racontez-nous un peu ces enjeux qui sont très importants, de plus en plus sans doute. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Donc, je travaille à Sepia Conseil. On est un cabinet d'ingénierie conseil qui existe depuis 30 ans. Donc, on travaille essentiellement sur toutes les... Je crois qu'il y a quelques slides qui permettront d'illustrer votre voilà. Oui, alors rapidement, effectivement, quelques diapos qui présentent notre activité. Mais alors, à notre échelle de bureau d'études, on a vécu récemment un grand événement puisqu'une partie des salariés a racheté l'entreprise il y a un peu moins de 3 mois. Donc, on se lance dans une nouvelle aventure. Et ce qu'on défend aujourd'hui sur les questions de l'eau, donc notre cœur de métier, c'était la gestion intégrée des eaux pluviales. C'est de dire aujourd'hui qu'on n'est pas dans des questions de trouver... c'est pas des questions de et, mais plutôt des questions de où. Les solutions aujourd'hui, elles sont complémentaires et finalement, sur le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau, toutes les solutions sont bonnes à prendre et elles viennent en complément. Il faut porter toutes les alternatives et toutes les réflexions. On a besoin aujourd'hui de solutions techniques collectives qui concentrent les choses, mais on a aussi besoin de solutions locales, rustiques, un peu plus low-tech, qui peuvent se décliner et être un peu plus résilientes face aux changements climatiques qui nous attendent. Vous travaillez sur les documents d'urbanisme. Je crois que c'est Isabelle Derville qui disait tout à l'heure à quel point ces documents étaient importants dans la gestion de l'eau. Oui, sur la gestion des eaux pluviales, par exemple, on intervient sur les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales qui participent, et qui peuvent être transcrits dans les documents d'urbanisme. Et aujourd'hui, l'eau dans la ville, elle a énormément de bénéfices. Vous les voyez sur la partie droite de la diapo. Mais pour nous, notre enjeu, effectivement, sur les eaux pluviales, c'est d'aller chercher à infiltrer l'eau pour qu'elle puisse rester dans la ville, qu'elle puisse pleinement assumer, qu'on puisse vraiment bénéficier de tout ce qu'elle apporte à l'échelle de la ville. Et bien sûr, aujourd'hui, on a encore besoin des réseaux. Les réseaux d'eau pluviale sont très précieux, mais de plus en plus, on cherche aussi à avoir des solutions simples en surface où l'eau reste visible, où elle peut s'infiltrer, où les sols sont vivants et où l'eau pluviale devient un véritable atout pour la ville. Vous pensez qu'il faut mieux la capter, mieux la stocker? J'entendais un architecte l'autre jour dire qu'il fallait mettre sous Paris, alors je ne sais pas où il y a encore de la place, mais des énormes réservoirs d'eau pour stocker les précipitations extrêmes qu'on va subir de plus en plus. Bon, alors il y a les questions de sous-sol, de gypse à Paris qui sont compliquées. Moi, je ne suis pas forcément l'eau en sous-sol dans des grands bassins de rétention. Pour moi, c'est pas la solution miracle. Mais par contre, effectivement, sur toutes les petites pluies, ça n'a pas de sens qu'elles aillent dans les réseaux, qu'elles aillent dans les stations d'épuration ou qu'elles
soit d'ailleurs directement rejetée en Seine. L'enjeu, c'est bien qu'elle s'infiltre, qu'elle participe à la végétalisation des villes, qu'elle puisse avoir l'effet de fraîcheur qu'on peut avoir dans les villes en été. Donc tout ça, c'est des enjeux aujourd'hui qu'on défend et qui sont très importants pour finalement que l'eau reste visible en complément du grand fleuve de la Seine. Mais l'eau, elle est partout, en fait. Alors, le temps passe. J'aurais voulu vous poser des questions sur les méga-bassines. Je ne sais pas si vous avez une opinion. On en parlera une autre fois sans doute, parce que vous allez nous parler de cette question des rejets là, et des raccordements des bateaux. Moi, naïvement, je pensais que c'était fait, qu'après les JO, il n'y avait plus de problème. Visiblement, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, alors c'est un exemple sur lequel on a eu l'occasion de travailler, qui illustre aussi aujourd'hui, on parle beaucoup de préservation de la ressource, de toutes les questions qui se posent quand on cherche à préserver la qualité des eaux, avec l'exemple très concret des bateaux-logements qui existent effectivement sur tous les grands fleuves, mais notamment sur la Seine. En fait, Sepia Conseil en avait été sollicité en 2005 par l'Association de défense de l'habitat fluvial, donc il y a 20 ans déjà, qui nous avait sollicité parce qu'aujourd'hui, un bateau, notamment les bateaux-logements, il y a un cadre législatif qui existe sur l'assainissement, mais les bateaux-logements, forcément, c'est un petit peu quelque chose qui a du mal à rentrer dans les cases. Donc à l'époque, on avait regardé finalement quel était l'impact sur la qualité des milieux de ces bateaux-logements. Alors c'était à l'époque assez limité sur les polluants organiques. Et puis voilà, avec l'absence de cadre assez précis, finalement, peu de choses avaient bougé suite à cette étude. Et la question est effectivement revenue sur le devant de la scène avec les Jeux Olympiques qui ont été un vrai catalyseur. Et donc, cette démarche, suite à l'attribution des Jeux Olympiques à Paris, il y a eu effectivement une démarche très importante de raccordement des quais dans les ports pour que les bateaux viennent se raccorder au réseau collectif d'assainissement. Donc ça, c'est un grand pas en avant, mais effectivement, comme toute solution qui se fait de manière globale, ça a posé des questions dans un certain nombre de cas, des questions techniques. Qu'est-ce qui se passe si le point de raccordement, si le bateau il est plus bas que le point de raccordement, il faut prévoir des pompes de relevage dans les bateaux. Un bateau logement, il faut s'imaginer qu'il n'a pas forcément un unique point de rejet. Il y a le point de rejet potentiellement du lavabo, le point de rejet des toilettes. Tout ça n'est pas forcément centralisé en un unique point. Tout ça, c'est un peu des questions qui se sont posées et qui font que, dans un certain nombre de cas, le raccordement des bateaux, de l'assainissement des bateaux-logements au quai se fait très bien et ça permet de résoudre cette question assez facilement. Et puis, il y avait quand même un besoin de continuer à explorer des solutions alternatives. Finalement, est-ce que dans tous les cas où c'est pas possible ou alors où ça suscite peut-être des questions, des réticences de la part des propriétaires de bateaux-logements, qu'est-ce qu'on peut proposer en complément ? Et donc là-dessus, avec l'association de défense de l'habitat fluvial, on a retravaillé autour de ces solutions d'assainissement autonome, d'assainissement embarqué au sein des bateaux-logements, pour voir quelle était leur efficacité sur les polluants, mais aussi sur les pollutions en lien avec la qualité de baignade. Et donc sur toutes les bactéries qui sont observées pour s'assurer que l'eau peut être baignable. Et finalement, il y a eu 3 solutions qui ont été étudiées. Donc 2 solutions embarquées au sein des bateaux qui sont des sortes de petites stations d'épuration. Une solution de phytoépuration qui est en fait pour le coup déportée du bateau, qui peut être pour un seul bateau ou 2 bateaux. Et ce qu'on a, après de nombreux prélèvements, c'est intéressant de voir que ces solutions fonctionnent et peuvent être un complément aux solutions d'assainissement qui existent déjà. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on en parle à cette table ronde de gouvernance, il reste encore un grand pas en avant à faire puisque on a des solutions qui existent, on voit qu'elles fonctionnent, qu'elles présentent une amélioration de la qualité des eaux rejetées dans les milieux, donc c'est intéressant. Mais il nous manque toujours un cadre juridique qui permette d'assurer en fait aux propriétaires des bateaux-logements que s'ils mettent en place ces solutions, dans 5 ans, 10 ans, on ne vienne pas leur demander de tout changer parce que c'était pas homologué à l'époque et ça ne marche plus. De réfléchir aussi à la question du financement, puisqu'effectivement, pour un propriétaire de bateau-logement, c'est des solutions qui peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est pas rien. Est-ce qu'on est dans un cas d'assainissement non collectif ? Est-ce qu'on est dans un cas d'assainissement collectif si jamais on fait de la phytoépuration entre 2 bateaux ? Donc tout ça, c'est des questions qui sont importantes aujourd'hui pour
continuer en fait à avancer sur cette question d'assainissement pour ces bateaux logements et qui rappelle finalement que voilà, la nécessité de travail en commun entre l'ensemble des acteurs pour que voilà, tous les leviers soient mis en place et que finalement, quand on a des propriétaires de bateaux logements qui sont de bonne volonté, qui cherchent à ne pas polluer le milieu au sein duquel ils habitent, qui trouvent des solutions et des solutions sur lesquelles ils puissent se projeter voilà, à un horizon moyen terme. Merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'on peut tous vous applaudir très généreusement.